Lilia, tu t'es demandé si les voitures électriques étaient plus écologiques que les voitures traditionnelles. Exactement, je me suis penchée sur le sujet et la réponse est oui, toutefois pas lors de l'étape de la fabrication. Car selon la firme Ricardo, ils ont mené une étude en 2011 et la fabrication d'un moteur à essence produit environ 5,6 tonnes de CO2 et ces tonnes-là sont rejetées dans l'atmosphère. Pour ce qui est du moteur électrique, c'est environ 8,8 tonnes de CO2, donc l'écart est assez considérable. La voiture électrique part donc avec une grande dette environnementale dès le début de sa vie. Elle n'a même pas roulé et elle a pollué plus qu'une voiture à essence. Toutefois, après 300 000 km, Hydro-Québec dit que la voiture électrique émet 80 % moins de gaz à effet de serre. Il faut aussi se souvenir qu'au Québec, on utilise une énergie renouvelable pour créer notre électricité, ce qui n'est pas le cas nécessairement partout à travers le monde. Plusieurs pays utilisent encore le charbon pour soutenir les usines qui créent de l'électricité. Donc, les voitures électriques ne sont pas nécessairement super vertes. Mais les voitures électriques sont un investissement à long terme. Il faut toutefois encore travailler sur les batteries. OK. Pour ma part, je suis allé sur YouTube et j'ai vu une équipe de youtubeurs américains qui ont fait le hashtag Teen Trees. Leur projet, c'est de planter 20 millions d'arbres avant 2020. C'est quand même beaucoup. Les forêts, on appelle ça des puits de carbone. Pour une raison, les arbres séquestrent du CO2 pour grandir. Ils absorbent en fait le dioxyde de carbone pour faire des feuilles, pour faire de l'écorce. Et ensuite vont rejeter de l'oxygène dans l'air. Donc c'est très très bénéfique pour nous, mais il y a quelques petits problèmes avec, on appelle ça l'afforestation. C'est que tout d'abord, ça prend énormément de temps, en général entre 20 et 25 ans avant qu'un arbre devienne un petit peu utile pour la planète. Et aussi, s'ils sont brûlés, tout le CO2 qui a été emmagasiné sera juste rejeté dans l'atmosphère. Donc ça, c'est pas très bon. Donc finalement, c'est très puissant ce phénomène, mais il faut le faire en très grand nombre et très correctement et bien surveillé. Moi, de mon côté, on parle souvent de qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la planète, mais je me demandais qu'est-ce qu'elle a fait pour nous. Donc, je vais essayer de vous expliquer les 4 grands rôles de l'environnement de la planète. Il y a d'abord les services de régulation. Ça, c'est ce qui permet aux écosystèmes de se maintenir dans des conditions qui sont propices à la vie humaine et d'empêcher les phénomènes qui peuvent être dangereux. Il y a par exemple les coccinelles, qui sont les alliés des agriculteurs parce qu'elles empêchent les insectes ravageurs d'aller dans l'agriculture. Il y a ensuite les services d'approvisionnement. Donc, c'est ce qui permet à l'humain de s'abriter, de se vêtir, de se nourrir ou de se soigner, par exemple, avec les plantes. Ensuite, il y a les services socio-culturels. Donc, ça, c'est plus le côté un petit peu spirituel de la nature, le plaisir que procure, par exemple, une balade en plein air. Puis, c'est le potentiel récréo-touristique des espaces naturels. Puis, il y a finalement les services ontogéniques. Ça, c'est relatif au développement de l'individu, de la fécondation jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui disent qu'un enfant qui aurait été beaucoup en contact avec la nature aurait un système immunitaire plus fort, donc il serait moins malade. D'accord. Donc finalement, on le voit, c'est très important de prendre soin de la planète pour pouvoir profiter de ce qu'elle nous offre. Merci Gabrielle. Plaisir. Merci Lilia. Je vous en prie. Et chez vous, à la prochaine.